now not one speaker but three speakers, so friends, and they are young with, I would call it a new concept, but idea. I'm not going to say more than that, so I will keep the stage for you to show us exactly what is this concept and how we can apply this in our daily workflow. So, Dr. Jean-Charles Legout, Dr. César Natoli, David, stage is yours. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de votre présence. Je me présente, je suis donc le docteur Jean-Charles Legout et j'exerce dans les Hautes-Pyrénées, dans le sud de la France. Je suis accompagné aujourd'hui par le docteur César Natoli, praticien, et par David Maillot, prothésiste dentaire. Il y a 2 ans, nous avons déjà eu la chance d'intervenir lors des Digital Indian Summer à Bordeaux. Nous avions pour thème la prothèse amovible numérique, simple mais pas simpliste. En tant qu'omnipraticien, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et il y aurait beaucoup à dire sur les évolutions de la prothèse amovible numérique de ces 2 dernières années. Mais cette année à Marrakech, nous avons choisi d'élargir notre propos et d'aborder la prothèse numérique dans sa globalité. Nous allons donc vous proposer un flux de travail permettant la prise en charge numérique de nos patients, et ce, quel que soit le type de réhabilitation, aussi bien fixe qu'amovible et aussi bien simple que complexe. Le sujet est vaste et notre temps de parole est limité. Nous allons donc, comme il y a 2 ans, chercher à rester simple sans pour autant sombrer dans la simplicité. Le flux de travail que nous allons vous présenter aujourd'hui s'articule en 2 grandes étapes. D'une part, nous verrons l'élaboration d'un projet thérapeutique et d'autre part, nous verrons sa mise en œuvre. En d'autres termes, 2 étapes qui vont nous permettre de passer d'un patient nécessitant une réhabilitation à un patient pleinement réhabilité. Nous verrons donc dans un premier temps, avec le concept d'Octa numérique, comment nous allons pouvoir élaborer notre projet thérapeutique. Cet Octa numérique se compose, comme son nom l'indique, de 8 étapes. Les 4 premières étapes vont nous permettre la création d'un modèle de travail, ce fameux avatar numérique. Et les 4 étapes suivantes vont, elles, s'intéresser spécifiquement à l'élaboration de notre projet thérapeutique, c'est-à-dire de notre architecture dentaire et occlusale. Nous verrons ensuite, dans un deuxième temps, avec le protocole d'Immediate Digital Rehabilitation, comment assurer la fiabilité de transposition de ce projet virtuel dans la bouche de nos patients. Merci messieurs pour cette présentation. Nous pouvons donc maintenant commencer la prise en charge de notre patient. La première partie de cette prise en charge va démarrer avec l'Octa numérique que nous avons développé. Dans le premier Octa, nous allons définir une position dite position de transfert. Cette position va nous permettre de transférer nos empreintes numériques prises avec la caméra vers un dispositif d'enregistrement dynamique ou vers notre logiciel de CAD. Cette position devra impérativement être stable et reproductible. Ce sera très souvent l'OIM du patient. Maintenant, si l'OIM du patient ne satisfait pas à cet impératif, si elle n'est pas stable et reproductible, nous devrons alors la simuler à l'aide de cales en résine ou de maquettes d'occlusion afin de pouvoir repositionner systématiquement notre patient dans cette même position. Il faut bien comprendre que cette position est la porte d'entrée dans le numérique. Et donc il faudra être très attentif à cette stabilité et cette reproductibilité, car la moindre erreur à cette étape nous poursuivra tout au long du traitement. À l'Octa 2, nous allons pouvoir enrichir notre avatar avec des données complémentaires statiques, aussi bien fonctionnelles qu'esthétiques. D'un point de vue fonctionnel, nous pourrons avoir besoin d'un CBCT, d'une téléradiographie ou encore d'utiliser un articulateur. Et dans ce cas, le plan axio-orbitaire, ou PAO, sera la référence commune statique la plus pertinente entre tous ces éléments qui nous permettra leur superposition. Si par contre il nous faut mener à bien une analyse esthétique, alors pour en assurer la pertinence, il faudra que cette analyse soit faite avec un port naturel de la tête de notre patient. Comme vous pouvez le voir sur ces illustrations, l'inclinaison sagittale de la tête de notre patient, et a fortiori de notre avatar, va avoir un impact non négligeable sur la perception que l'on va avoir des courbes esthétiques. Notre objectif est dès lors d'essayer de pouvoir nous représenter notre avatar virtuel de la même manière que l'on perçoit notre patient lorsque ce dernier adopte un port naturel de tête. La photographie, lorsqu'elle sera réalisée de face, avec un port naturel de la tête de notre patient, va ainsi constituer la référence statique qui va nous permettre d'incliner notre avatar, c'est-à-dire d'incliner ce complexe modèle articulateur pour qu'il soit le plus représentatif du port naturel de la tête de notre patient.
Cependant, des données statiques seules ne seront pas toujours suffisantes afin d'élaborer une architecture occlusale fonctionnelle et qui réponde donc aux fonctions de centrage, calage et guidage. Et lorsque l'on parle de guidage, on introduit la notion de mouvement. C'est ce que nous allons voir dans l'octa numéro 3. Le mouvement pourrait être abordé de deux manières. Tout d'abord, chez le patient fonctionnel, nous pourrons utiliser le mouvement réel de celui-ci, soit en travaillant directement en bouche, soit en utilisant un enregistrement de son mouvement. Maintenant, chez le patient dysfonctionnel, chez qui le mouvement par définition est incohérent, il faudra utiliser un simulateur de mouvement, autrement dit un articulateur. Et pour ces patients dysfonctionnels chez qui nous ne pourrons pas utiliser le mouvement réel pour élaborer notre architecture occlusale, nous allons quand même utiliser ce mouvement réel afin de préciser la position des modèles dans l'articulateur et afin de paramétrer ce dernier. Puisque nous l'avons vu à l'octa 2, c'est le plan axio-orbitaire qui nous a permis de monter les modèles en articulateur. Or à ce stade, ce plan axio-orbitaire n'est défini que par un axe arbitraire issu du picking de notre enregistrement module. Nous allons donc utiliser le mouvement réel du patient et plus précisément un mouvement de rotation pure associé à un algorithme de recalcul afin de transférer cet axe arbitraire en un axe cinétique qui sera en fait l'axe de notre articulateur. Nous venons avec cet axe cinétique de préciser la position de nos modèles dans notre articulateur virtuel et il ne nous reste donc plus qu'à préciser la position de nos boules condyliennes sur ce même axe. Pour cela, on pourra calculer la distance intercondylienne qui pourra très simplement se calculer sur une représentation axiale de nos mouvements de déduction. Mais le mouvement réel, même chez le patient dysfonctionnel, va aussi présenter un autre avantage, puisqu'il va nous permettre, grâce au tracé axiographique qu'il va nous fournir, de calculer précisément les pentes condyliennes et les angles de Bennett. Et ce sont ces pentes condyliennes et angles de Bennett qui vont nous autoriser un paramétrage précis des boîtiers condyliens de notre articulateur pour qu'il soit le plus représentatif possible de l'anatomie, de la morphologie des ATM de notre patient. Afin de finaliser notre avatar, nous allons devoir choisir une position mandibulaire dans laquelle nous allons reconstruire notre projet. Cette position thérapeutique pourra tout à fait être l'OIM si elle est jugée cohérente et que nous souhaitons la conserver. Maintenant, si nous souhaitons la modifier, nous pourrons alors soit utiliser une position enregistrable dans le mouvement du patient, mais si cette position n'est pas enregistrable, comme par exemple dans le cas d'une diminution de PV, il nous faudra alors la simuler dans l'articulateur. Quelle que soit la position choisie, elle devra assurer notre fonction de centrage, et je parle là de centrage dans le sens transversal, afin d'assurer la pérennité de nos ATM. Cette fonction de centrage transversal est un impératif de notre position thérapeutique. Et nous avons vu avec l'octa précédent qu'il nous fallait obtenir un mouvement axial terminal. Et donc une manipulation en relation centrée va s'imposer à notre octa 3 pour préciser la position de notre axe d'articulateur. Au stade de l'octa 4, le choix de la technique qu'on va utiliser pour déterminer notre position thérapeutique est tout à fait opérateur dépendant. On pourra certes se référer à notre mouvement axial terminal pour déterminer cette position, mais on pourra tout aussi bien utiliser des TENS, des COIS, des déprogrammeurs, le chemin de fermeture et j'en passe. Nous venons donc, avec cet octa 4, d'achever la première phase de notre octa numérique. Et nous avons maintenant à notre disposition un avatar individualisé. Avatar individualisé en fonction de notre situation clinique, mais aussi en fonction de nos objectifs thérapeutiques. Nous allons maintenant, avec la deuxième phase de l'octa, voir comment élaborer notre projet proprement dit. Il s'agit donc ici de déterminer la morphologie et la position de chaque organe dentaire que l'on souhaite reconstruire. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un modèle pyramidal où chaque élément nouvellement analysé et déterminé va devenir une référence pour l'analyse et la détermination des éléments suivants. Cette structure pyramidale s'inscrit pleinement dans une vision globale des réhabilitations occlusales de nos patients. En d'autres termes, notre analyse sera toujours globale, même lorsque la réhabilitation n'est que partielle. Dans cet état d'esprit, nous allons donc nous intéresser en priorité aux dents offrant la moindre variabilité interindividuelle. Je parle des dents antérieures mandibulaires. Grâce à une analyse céphalométrique simplifiée, nous allons pouvoir déterminer précisément la position verticale et antéro-postérieure du bord libre de ces dents. Leur inclinaison, quant à elle, sera définie
par un concept biomécanique, la loi de la tangente. Nous demandons donc à l'Octa 5 de déterminer la position et l'inclinaison des dents antérieures mandibulaires. Elles vont donc constituer une nouvelle référence intégrée à notre avatar qui va nous permettre de structurer l'élaboration des éléments suivants. Nous allons donc à l'Octa 6 déterminer la position et la morphologie et l'inclinaison des autres dents mandibulaires, à savoir les dents postérieures mandibulaires, et ce au travers de deux concepts, le concept des couloirs dentaires et le concept des courbes occlusales. Les couloirs dentaires vont définir les aires physiologiques dans lesquelles s'inscrivent nos dents. Pour définir ces couloirs, on pourra utiliser toutes les méthodes décrites conventionnellement, que ce soit les arts de bande, la physiographie ou encore l'analyse de nos couloirs osseux. Ce sont ces couloirs dentaires qui vont nous permettre de déterminer la position et la proportion de chaque dent que l'on souhaite restaurer. Mais par contre, ces couloirs dentaires ne vont pas nous renseigner sur l'inclinaison que doivent avoir ces dents. Et pour cela, on va faire appel au concept des courbes occlusales. La position de notre axe cinétique et la position de notre point de canine déterminée à nos octaves précédents va nous permettre de calculer et de positionner précisément une courbe sagittale, cette fameuse courbe de Spey, qui, elle, va venir guider l'inclinaison antéro-postérieure de nos dents. Mais cette courbe de Spey va avoir un autre avantage, puisqu'elle va nous permettre d'extrapoler des courbes transversales, les fameuses courbes de Wilson, qui, elles, vont guider l'inclinaison frontale des dents postérieures. Avec l'Octa 6, nous avons donc fini l'architecture mandibulaire. Il va nous rester à nous intéresser à l'architecture maxillaire. Et à l'Octa 7, nous allons voir cette architecture maxillaire d'un point de vue statique, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou esthétique. Pour la fonction, nous avons déterminé à l'Octa 4 une position thérapeutique qui respecte la fonction de centrage, ce centrage transversal articulaire. Nous allons maintenant nous intéresser à la fonction de calage à l'Octa 7. Et pour cela, nous allons simplement chercher à créer un maximum de coins d'intercuspidie équitablement répartis sur l'arcade, et ce, avec un bon engrainement dentaire. Et puis, pour la partie esthétique, nous allons nous intéresser à la face vestibulaire de nos dents et simplement chercher à l'intégrer dans les courbes esthétiques de notre patient que nous avons déterminées sur la photo prise de face avec un port naturel de la tête. On a coutume de dire qu'il est difficile de combiner esthétique et fonction, et que souvent un compromis va s'imposer au détriment de l'un des deux. Or, si on y réfléchit, esthétique et fonction sont les deux faces de nos dents. Comme Jean-Charles vient de le dire, notre projet esthétique va s'intéresser uniquement à nos faces vestibulaires, et notre projet fonctionnel, lui, ne va s'intéresser qu'à nos faces occlusales. Il faut bien comprendre que tant que notre morphologie esthétique vestibulaire idéale, notre projet esthétique, ne vient pas interférer avec notre enveloppe fonctionnelle de mouvement, enveloppe que grâce au numérique nous pouvons aujourd'hui matérialiser très simplement, alors tout est permis. On parlera ici de delta de liberté esthético-fonctionnelle. La limite de ce delta va intervenir lorsqu'il y aura un conflit entre notre morphologie vestibulaire idéale et notre enveloppe fonctionnelle. Là, un compromis va s'imposer, ou alors il nous faudra revoir en amont notre projet. Pour finir, l'Octa 8, en intégrant le mouvement, va s'intéresser aux données manquantes de notre projet, les pentes de guidage. On va donc s'intéresser d'un petit peu plus près à ce qui fait la spécificité des réglages dynamiques en numérique. Un articulateur virtuel fonctionne à première vue comme un articulateur physique. On peut paramétrer nos boîtiers condyliens pour représenter au mieux le jeu fonctionnel de nos ATM. On peut aussi paramétrer le plateau incisif afin de reproduire, de simuler des guidages antérieurs absents. Mais la comparaison s'arrête là. Ce qui va faire la grosse nouveauté de l'articulateur virtuel, c'est que l'on peut activer ou désactiver des dents qui auront un impact sur le mouvement de l'articulateur. On pourra aussi, à l'étape de modelage, choisir les dents qui seront impactées ou non par le mouvement de l'articulateur. Cette approche nous a donc permis de développer une méthode en 5 étapes visant à régler toutes les pentes de guidage en jouant simplement sur les paramètres d'articulateur. Ce qui fait de cette étape, autrefois chronophage et fastidieuse, l'étape la plus simple, rapide et reproductive de notre octa numérique. Nous venons donc de voir de manière très théorique comment construire une architecture dentaire, fonctionnelle et esthétique. Et pour que ce soit un petit peu plus clair, nous allons vous l'illustrer au travers de 2 cas cliniques. Je vous présente donc Christine, qui sera notre cas simple. Christine se présente au cabinet avec une 36 absente et une 46 présentant une lésion endodontique et indiquant l'avulsion de cette dent.
Et Christine souhaite simplement remplacer ces deux dents par des solutions implantaires fixes. Et nous illustrerons un cas un petit peu plus complexe avec Jérôme. Jérôme vient nous voir car de nombreuses dents sont absentes et il souhaiterait augmenter un petit peu son potentiel masticatoire. Mais par ailleurs, Jérôme souhaiterait aussi augmenter son potentiel de séduction puisqu'il n'est aujourd'hui plus du tout satisfait de son sourire. La demande est donc globale. On va donc appliquer notre octa en démarrant par le premier octa où on doit définir une position impérativement stable et reproductible afin de transférer nos empreintes numériques vers un dispositif d'enregistrement dynamique ou un logiciel de CAD. Chez Christine, les choses sont simples puisque son OIM est parfaitement stable et reproductible et donc nous l'utiliserons comme position de transfert. Chez Jérôme, de nombreuses dents sont absentes et les dents résiduelles sont abrasées. C'est notre examen clinique qui va nous permettre de déterminer que cette position, son OIM résiduel, est suffisamment stable et reproductible pour constituer une position de transfert. Ici aussi, donc, comme dans le cas de Christine, nous avons choisi de conserver l'OIM comme position de transfert. Donc, dans le premier octa, nous avons défini cette position de transfert. Dans le deuxième octa, maintenant, nous allons enrichir notre avatar de données statiques, qu'elles soient esthétiques ou fonctionnelles. Et nous allons aussi définir des repères communs à ces différentes données afin de pouvoir les superposer entre elles. Chez Christine, nous avons déterminé cliniquement que la fonction était tout à fait cohérente. Donc d'un point de vue fonctionnel, nous n'aurons pas besoin de données supplémentaires pour la prendre en charge et nous utiliserons comme référence le plan d'occlusion. Chez Jérôme, le contexte occlusal résiduel est trop défavorable. Et donc nous avons besoin, pour élaborer un projet cohérent, de venir enrichir notre avatar. Nous avons ici choisi de venir ajouter une téléradiographie ainsi qu'un CBCT. Mais par ailleurs, nous savons que sur un schéma occlusal tel que celui de Jérôme, le mouvement réel ne peut pas être exploité puisqu'il est trop délétère. Donc, nous savons aussi que nous allons devoir utiliser ce fameux simulateur de mouvement, cet articulateur numérique. Et le plan axio-orbitaire constituera donc la référence commune la plus pertinente, nous permettant la superposition fiable et précise de tous nos éléments. Chez Christine, la demande était uniquement fonctionnelle, mais nous allons quand même pouvoir analyser à ce stade, sur une photo de deux faces, que ces courbes esthétiques sont totalement cohérentes. Chez Jérôme, la photo n'est pas optionnelle, il va falloir la faire, puisqu'à la base, il vient nous voir en consultation avec une demande esthétique, certes fonctionnelle, mais surtout esthétique pour sa part. Et donc, la photographie, lorsqu'elle sera réalisée de face, avec un port naturel de la tête de Jérôme, va nous permettre d'orienter notre avatar virtuel pour qu'il soit représentatif de sa posture de tête et qu'il nous autorise donc une analyse et un projet esthétique pertinent. Très bien, nous avons donc intégré les données statiques. Nous allons maintenant dans l'octa 3 intégrer des données dynamiques en intégrant le mouvement, qu'il soit réel ou simulé. Chez un patient fonctionnel, nous pouvons tout à fait utiliser le mouvement puisque celui-ci est cohérent. Et donc chez Christine, nous allons simplement enregistrer le mouvement dans notre enregistrement dynamique afin de pouvoir travailler dessus. Chez Jérôme, nous l'avons dit précédemment, il nous faudra utiliser un simulateur de mouvement et on commencera donc par préciser la position de notre axe. Cela se fera grâce à une manipulation en relation centrée, manipulation qui va nous permettre d'obtenir un mouvement axial terminal, qui par le biais d'un algorithme va nous permettre de déterminer un axe cinétique. Nous pourrons poursuivre par le calcul de notre distance intercondylienne pour préciser la position de nos boules condyliennes, mais il faudra impérativement calculer sur nos tracés axiographiques nos angles de Bennett et nos pentes condyliennes pour paramétrer au mieux nos boîtiers condyliens. Afin de modéliser notre projet, il nous reste à définir une position thérapeutique. C'est donc une position mandibulaire qui devra respecter notre fonction de centrage. Chez Christine, évidemment, les choses sont très simples puisque sa fonction est cohérente, donc les fonctions occlusales sont respectées par son OIM. Nous allons simplement inscrire nos réhabilitations dans l'OIM de la patiente. Chez Jérôme, notre analyse nous a poussé à croire qu'une dimension verticale augmentée de plus ou moins 1 mm serait beaucoup plus pertinente, à la fois esthétiquement mais surtout fonctionnellement. Et donc, nous avons choisi cette position. Mais pour assurer une fois de plus notre centrage articulaire, qui est un impératif à ce stade-là, nous avons choisi aussi d'enregistrer cette position sur un mouvement de rotation pure, c'est-à-dire sur ce fameux mouvement axial terminal. Donc la première partie de cet octa nous a permis d'obtenir un avatar individualisé en fonction d'une situation clinique et d'objectifs thérapeutiques. Dans la seconde partie de l'octa, nous allons pouvoir modéliser notre projet, que ce soit d'un point de vue fonctionnel
ou d'un point de vue esthétique. Nous continuerons donc cet octa avec le 5e octa. Nous allons nous intéresser en premier lieu, aux dents présentant la moindre variabilité interindividuelle, les dents antérieures mandibulaires. Chez Christine, ces dents sont présentes et n'intéressent pas a priori le projet, mais nous allons quand même pouvoir analyser leur position et confirmer qu'elles soient bien placées. Nous voyons ici sur une photo de face un bon alignement des bords libres des incisives et des pointes canines. Et sur une vue sagittale avec l'axe charnière, nous pouvons confirmer le respect de la loi de l'orthogonalité. Comme chez Christine, chez Jérôme, les dents mandibulaires, antérieures mandibulaires tout du moins, sont présentes. Cependant, notre projet est beaucoup plus global. Et donc, il faudra se poser la question de souhaitons les conserver tant dans leur position que dans leur morphologie, ou voulons-nous les modifier? Ici, une analyse céphalométrique simplifiée va donc nous permettre de déterminer la position idéale de nos incisives et de nos canines mandibulaires. Et nous pouvons constater que nous avons ici fait le choix d'augmenter légèrement la dimension verticale, la position verticale de nos bords libres de ces mêmes dents. Maintenant que nous avons défini la position de nos dents antérieures mandibulaires, nous allons pouvoir positionner les dents postérieures mandibulaires dans le 6e octa. Nous allons pouvoir aussi déterminer leurs proportions ainsi que leur angulation. Justement, chez Christine, nous nous intéressons à des dents mandibulaires. Nous allons pour cela vérifier que les courbes occlusales résiduelles de la patiente sont pertinentes. Ce qui est tout à fait le cas ici dans un plan sagittal pour la courbe de Spey, et ce qui est également le cas dans un plan frontal pour la courbe de Wilson. Donc nous allons simplement venir inscrire nos deux réhabilitations mandibulaires dans les courbes occlusales résiduelles de la patiente. Dans le cas de Jérôme, les courbes occlusales résiduelles sont inexploitables et le contexte occlusal ne nous permet pas d'en déterminer de nouvelles. Nous utiliserons donc la position de notre axe symétrique et la position de notre pointe canine, en veillant bien entendu à aménager un espace prothétique interarcade équitable pour déterminer notre courbe sagittale idéale. Et c'est cette même courbe sagittale idéale, cette courbe de Spey, qui va nous guider dans la détermination de nos courbes frontales, les courbes de Wilson. Nous avons donc obtenu un projet mandibulaire. Nous allons pouvoir nous appuyer sur ce projet mandibulaire afin de placer nos dents au maxillaire en statique afin de répondre à notre fonction de calage. Chez Christine, les dents maxillaires sont toutes présentes. Nous allons donc simplement les analyser et vérifier leur bon positionnement, ce qui est le cas ici, et nous allons nous en servir afin de créer nos points d'occlusion statiques sur les deux restaurations mandibulaires. Dans le cas de Jérôme, nous avons vu avec l'octa précédent que nous venions de créer toute notre architecture, toute notre morphologie mandibulaire. Et à l'octa 7, nous devons créer toute notre morphologie statique maxillaire. Nous allons donc tout simplement commencer par élaborer une occlusion présentant un maximum de points d'intercuspidie, répartis équitablement sur l'arcade et présentant un bon engraînement. Cependant, chez Jérôme, le projet a aussi visé esthétique. Et donc, la photographie de face que nous avons réalisée, je le rappelle, à l'octa 2, va nous permettre de structurer, d'élaborer de manière très pertinente un projet esthétique, c'est-à-dire des faces vestibulaires. Donc les précédents octas nous ont permis de construire nos deux arcades. Nous avons répondu aux fonctions de centrage et de calage. Il nous reste la fonction de guidage. Nous allons donc maintenant intégrer le mouvement afin de pouvoir obtenir nos pentes de guidage. Chez Christine, nous l'avons déjà dit, la fonction est cohérente. Nous allons donc utiliser un enregistrement de son mouvement, et ce au travers d'enveloppes fonctionnelles au maxillaire, ce qui va nous permettre de créer les pentes de guidage sur les deux restaurations mandibulaires. Chez Jérôme, nous ne pourrons utiliser ces enveloppes fonctionnelles et nous devrons par ailleurs recréer l'intégralité de nos pentes de guidage, le projet étant global. Et donc nous devrons utiliser notre fameux protocole en 5 étapes, reposant, je le rappelle, uniquement sur des modifications de paramétrage de notre articulateur pour sculpter très facilement, simplement et rapidement l'intégralité de ces pentes de guidage. Nous venons donc de voir comment, au travers du concept d'octa, nous pouvons structurer une architecture occlusale et dentaire, esthétique et fonctionnelle. Mais il serait dommage d'avoir mis en œuvre tous ces moyens intellectuels et matériels si nous ne sommes pas en mesure de transposer ce projet dans la réalité, c'est-à-dire dans la bouche de nos patients. Nous avons donc développé le protocole IDR, qui est un protocole visant à assurer la fiabilité de mise en œuvre de notre projet thérapeutique numérique. Et ce protocole va reposer sur 3 impératifs. D'une part,
La mise en condition tissulaire qui sera guidée par le projet, et ce afin de respecter les épaisseurs minimales de préparation et les axes d'insertion. D'autre part, l'actualisation de l'avatar sans le dénaturer, afin de pouvoir y intégrer nos empreintes de préparation. Et enfin, la production d'éléments prothétiques fidèles au projet, qui sera permise grâce à l'utilisation d'outils de fabrication assistés par ordinateur, à savoir l'impression 3D ou l'usinage. Pour répondre au mieux à ces trois impératifs, nous avons fait le choix de structurer ce protocole IDR en deux grandes phases. D'une part, la phase dite provisoire, qui va s'assurer de la fidélité tant esthétique que fonctionnelle de la mise en fonction de notre projet, et d'autre part, la phase dite d'usage, qui, elle, va constituer l'aboutissement, la finalisation de tout ce process thérapeutique. Pour commencer, il nous faut réfléchir à notre séquençage clinique. Il s'agit ici de définir une sorte de feuille de route qui va nous guider tout au long des étapes pour ne pas nous perdre, pour ne pas oublier de donner. Il faut bien comprendre que ce séquençage clinique doit nous renseigner, certes, sur les étapes, sur les différentes séances cliniques, mais il doit nous renseigner aussi et surtout sur les points de repère qui vont permettre le lien entre toutes ces étapes. Ces points de repère vont être la clé de l'actualisation de notre avatar sans le dénaturer, la clé de notre deuxième impératif de ce protocole IDR. Et il faut bien comprendre l'interrelation qui va exister entre le choix qu'on va faire de notre point de repère et notre chronologie, notre séquençage clinique. Une fois cette feuille de route déterminée, nous pourrons passer à la première étape clinique de notre protocole, à savoir la préparation, ou plus exactement, la mise en condition tissulaire. Alors dans cette étape, nous passerons d'une situation buccale initiale identique à l'avatar sur lequel nous avons modélisé notre projet, à une situation buccale préparée, prête à recevoir ce projet. Des empreintes de contrôle vont nous permettre de vérifier en temps réel la qualité de ces préparations, et ce, grâce à des vues de coupe ou des cartographies colorimétriques en 3 dimensions. Si on vient à constater, comme c'est le cas sur cette image, que la préparation est insuffisante vis-à-vis du projet, eh bien nous poursuivrons alors la mise en condition et reprendrons des empreintes de contrôle. Et cette boucle de rétrocontrôle sera répétée autant de fois que nécessaire jusqu'à obtention du résultat souhaité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir faire cette étape de contrôle, nous allons devoir superposer les données. La superposition, que l'on connaît plus sous son anglicisme matching, va être possible grâce à des points de repère entre nos différentes données. Et dans un cas comme celui-ci qui n'intéresse qu'une seule dent, l'ensemble des autres dents résiduelles non préparées seront des points de repère suffisamment fiables, permettant une superposition précise de nos données. Mais dans un cas comme celui-ci, où le projet va intéresser l'ensemble des dents de l'arcade, une fois que nous aurons préparé toutes nos dents, nous n'aurons plus aucun point de repère suffisamment fiable pour pouvoir superposer nos données et pour pouvoir contrôler nos préparations. Et même si le projet s'intéresse à l'arcade maxillaire, nous considérons que la muqueuse palatine ne sera jamais un point de repère suffisamment fiable pour superposer ces données. Nous allons donc réfléchir à un séquençage qui va nous permettre de conserver des points de repère tout au long de notre séance clinique. Ici, nous avons par exemple fait le choix de commencer par la préparation des dents postérieures et donc de garder les dents antérieures intactes, permettant la superposition avec notre empreinte initiale, donc notre avatar. Et nous allons ainsi pouvoir valider nos préparations postérieures. Et c'est une fois et seulement une fois que nous aurons validé les préparations postérieures que nous passerons aux préparations des dents antérieures afin de conserver les préparations postérieures comme point de repère avec l'empreinte finale, contenant toutes les préparations. Et ainsi, nous pourrons donc valider les préparations antérieures. Nous venons donc de voir, avec cette notion de point de repère, comment nous allions pouvoir, tout au long de nos étapes cliniques, conserver une référence fiable et précise. Mais il faut bien comprendre que, quelle que soit la qualité intrinsèque de ces points de repère, le nombre de superpositions, le nombre d'empreintes que l'on va venir rajouter à notre avatar va être une source d'erreur. Plus on ajoute d'empreintes, plus on cumule de l'erreur. Il est donc logique d'essayer de réfléchir à un séquençage qui va nous permettre de minimiser le nombre de superpositions et donc de minimiser l'erreur. Et on pourra, à très juste titre, songer à l'utilisation de repères fiables et temporaires, tels que les mini-vis ou les mini-implants, pour limiter ce nombre de superpositions à une seule. Nous venons donc de voir, avec toute cette méthodologie, comment nous allions assurer notre premier impératif, à savoir une mise en condition tissulaire guidée et validée par notre projet. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième phase de ce protocole, à savoir l'adaptation
de notre projet, c'est-à-dire la transposition de notre projet sur nos nouvelles empreintes de travail. Alors, il est très important de remarquer qu'à ce stade, nous n'avons fait qu'intégrer de nouvelles données et de nouvelles empreintes à notre projet. Nous n'avons ni repris de rapport interarcade, ni enregistré de modules, ni modifié notre projet. Ces repères nous ont donc permis de répondre à notre deuxième impératif, qui était d'actualiser notre avatar sans le dénaturer. Nous pouvons donc maintenant tracer les limites de nos préparations et venir simplement y adapter notre projet. Le fichier obtenu sera ainsi exporté vers un outil de production numérique tel que l'usinage ou l'impression, et ce afin de répondre à notre troisième impératif, qui était de produire des éléments fidèles au projet. Nous allons donc au cabinet recevoir une prothèse qui est fidèle à notre projet numérique, et nous allons pouvoir la mettre en bouche, la mettre en fonction, afin de valider son intégration. Tout à fait. Et quand on parle de validation, on parle bien évidemment de validation esthétique, mais aussi de validation fonctionnelle. La validation esthétique pourra se faire très simplement à l'aide d'une photographie ou en accord avec notre patient devant un miroir. Quand il s'agit de parler de la validation fonctionnelle, il nous faudra bien entendu utiliser nos deux papiers d'occlusion, celui de 200 microns et celui de 8 microns, et s'assurer de la correspondance de nos points d'occlusion retrouvés dans la bouche de notre patient et de nos points d'occlusion établis au stade du projet. Si la validation de notre projet est immédiate lorsque l'on met nos provisoires en bouche, qu'aucune retouche n'est nécessaire, alors nous pourrons directement passer à l'étape de production de réhabilitation d'usage. C'est ce qui va arriver la plupart du temps lorsque nous travaillons chez des patients fonctionnels, chez qui nous avons utilisé le mouvement réel. Par contre, pour les autres patients, les patients dysfonctionnels, nous avons utilisé un articulateur que nous avons paramétré au mieux afin qu'il représente le plus possible notre patient. Mais ça reste un simulateur. Et donc, il pourrait être nécessaire, notamment, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec Cyril, mais de modifier la cuspide disto-vestibulaire de la 6 si on veut avoir quelque chose de plus fonctionnel et qui ressemble à un réel mouvement de mastication. Et dans ce cas-là, dès qu'il y aura une modification, qu'elle soit esthétique, fonctionnelle ou encore liée à une cicatrisation de la muqueuse, il nous faudra pouvoir l'enregistrer et donc penser à des points de repère permettant d'intégrer ces nouvelles données dans l'avatar, encore une fois, sans le dénaturer. Très bien. Maintenant, exactement comme pour la prothèse provisoire, la prothèse d'usage sera réalisée grâce à des outils de production numérique, donc toujours l'impression ou l'usinage, et ce, de toujours répondre à notre troisième impératif, qui était de produire des prothèses strictement identiques au projet. La prothèse d'usage ainsi obtenue va être mise en bouche et nous pourrons alors procéder aux vérifications d'usage. Nous venons donc de voir comment, avec ce concept d'Octa et ce protocole IDR, nous pouvions passer d'un patient nécessitant une réhabilitation à un patient pleinement réhabilité, et ce, en élaborant une architecture dentaire fonctionnelle et esthétique, et surtout en s'assurant la possibilité de mettre ce projet dans la bouche de nos patients. Même si la pertinence de tout ce flux de travail est évidente dans des cas de réhabilitation complexes, il est aussi très intéressant de le considérer sur des cas beaucoup plus simples. Parce qu'en réalité, il va constituer une sorte de ligne directrice, de guideline, qui va nous permettre de ne pas passer à côté d'éléments, de ne pas oublier certaines données et de ne pas aboutir à un échec thérapeutique qui sera inexpliqué. L'autre immense avantage, je ne sais pas si vous l'avez constaté, nous n'avons, au stade de l'Octa, parlé à aucun moment de ce qui allait supporter notre projet. Qu'il s'agisse d'une réhabilitation implantoportée, mucoportée, dentoportée, ou encore d'une réhabilitation mixte, l'anatomie occlusale et l'anatomie vestibulaire de notre projet sera identique. Et donc ça va nous autoriser la possibilité de pouvoir changer à tout moment notre fusil d'épaule, surtout si notre patient change d'avis et décide de modifier sa motivation thérapeutique. Si on a, dans un premier temps, proposé à notre patient, ou que notre patient a accepté une prothèse complète mucoportée et qu'il change en cours de traitement d'avis et veut passer sur une prothèse, par exemple, complètement implantoportée, alors notre projet sera identique. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous informons que s'il y en a qui sont intéressés pour aller un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin dans ces concepts et dans ces protocoles, nous proposons des formations dont la prochaine se tiendra à Toulouse en mai 2024. Vous avez un QR code qui vous renverra vers la page Facebook où vous trouverez toutes les informations et aussi tous les cas cliniques que nous prenons plaisir à partager avec vous. Et si vous avez des questions, voici, on va tenter d'y répondre. Pas les questions.
Merci beaucoup. C'est clair, drôle. Donc, on vous remercie pour ce partage. Donc, avant de faire la photo, on va parler un petit peu des questions qui existent. Donc, il y a une première question. Peut-être que tu n'as pas bien compris, mais la position de transfert est-elle la position de référence dans laquelle la reconstruction occlusale se fait? Alors, la position de transfert, attention, il faut bien faire le distinguo. On parlait avant en flux conventionnel d'une position de référence. La position de référence se devait d'être stable et reproductible. Mais cette notion de reproductibilité intervenait tout au long du traitement, c'est-à-dire qu'elle devait être reproductible tout au long de nos préparations, mises en condition. On ne devait jamais perdre cette référence. Si on était amené à la perdre, alors on utilisait la relation centrée comme référence. Dans le cas de notre flux de travail, la position de transfert se doit d'être certes reproductible, mais juste à un instant T, entre le moment où on enregistre notre occlusion avec notre caméra et le moment où on va lancer notre enregistrement dynamique. À aucun moment on ne cherche à avoir une reproductibilité de cette position tout au long de notre traitement. Et c'est ce qui justifie d'appeler cette position de transfert et non position de référence. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et si je peux juste compléter, c'est pour ça que nous, on aime bien faire notre empreinte le jour où on va faire le mojo, pour être sûr de cette reproductibilité à un instant T. Et si jamais on doit faire nos empreintes à un autre moment, dans ce cas-là, on reprendra quand même le rapport interarcade juste avant de faire l'enregistrement. C'était clair. Alors, la deuxième question. C'est Valérie. Pouvez-vous préciser la relation entre photo esthétique et positionnement de l'avatar? En fait, comme on l'a dit, le but c'est de se représenter le patient tel qu'il est en posture naturelle de la tête. Et le problème de l'articulateur physique ou virtuel, c'est que quand on le regarde de face, on le regarde comme si le plan axio-orbitaire était parallèle au sol, ce qui est rarement le cas. Et là, en prenant cette photo de face avec un port naturel de la tête, on va pouvoir dans Exocad créer une vue qui va incliner le complexe modèle articulateur, donc l'avatar, afin que quand on revient à cette vue, c'était comme si on regardait notre patient avec une posture naturelle de la tête. Je vais ajouter qu'en fait, lorsque on fait le smile design dans Exocad, ça va générer une vue esthétique. D'accord? Donc on aura, à partir de on pourra tout le temps retourner à cette vue esthétique, et on aura le port naturel de la tête du patient systématiquement pour travailler l'esthétique. Et je finirai juste en disant que le problème en conventionnel, avant, avec un articulateur, c'est que cet articulateur était présent. Et donc, la branche supérieure de notre articulateur constitue un repère visuel qui nous fournit ici une information perturbante. En numérique, certes, on vous affiche des articulateurs, mais en numérique, on ne voit jamais notre articulateur. Et donc, l'articulateur n'est jamais une référence visuelle qui va venir nous perturber. Okay. Claire aussi. Donc, c'est une question un peu qui dit, je travaille main dans la main avec David, qui est la partie laboratoire, et il y en a eu pendant quelques slides qui a beaucoup d'équilibration faite en digital, c'est-à-dire en utilisant un articulateur ou le mouvement du patient. Est-ce que vous retrouvez exactement, avec un papier articulé quand on fait du 200 ou 12 microns par la suite, ce que vous avez fait en digital? Alors, tout ce flux de travail, et notamment le concept d'Octa, et notamment les 4 premières étapes de l'Octa qui consistent à placer parfaitement notre modèle en articulateur, jusqu'à aller à la programmation de notre distance intercondylienne, nous ont permis de, certes, avoir aujourd'hui des résultats qui sont bluffants en termes d'occlusion directement. Avant cela, quand on a commencé à travailler avec le Mojo, on avait quand même des temps d'équilibration qui étaient certes bien inférieurs à ce qu'on pouvait avoir en technique conventionnelle, mais il y avait de l'équilibration, et quand même pas mal. Et aujourd'hui, on est convaincu que la précision de notre montage en articulateur est directement liée à la qualité finale de notre réhabilitation et de nos contacts occlusaux. C'est pour ça qu'on attache autant d'importance à ce paramétrage. Et c'est ce qu'on disait au début, c'est la position de transfert au départ qui permet de mettre un pied dans ce monde virtuel, et que si on commence à avoir une petite erreur à ce moment-là, on va la traîner tout le long. Et en fait, chaque petite erreur qu'on va intégrer, c'est ça qui fera qu'à la fin, on aura un décalage entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on va obtenir en bouche. J'ajouterais juste aussi que le protocole IDR nous permet quand même de transférer les prothèses sans aucune modification en bouche. On ne va pas perdre de repères, on ne va pas perdre de données. On a quand même exactement ce qu'on a produit. Tout à fait. On avait fait une étude il y a quelques temps où on avait fait des projets numériques et on s'amusait à l'injecter en résine avec des clés en résine bisacrylique comme un mock-up.
Si vous vous amusez à scanner votre mock-up dans la bouche de vos patients et que vous le comparez par matching sur des points de repère fiables à votre projet, vous vous rendrez compte de l'immense divergence qu'il y a entre injecter un projet et l'usiner. Et si vous préparez toute une arcade et que vous prenez une clé et que vous injectez votre projet, vous pourrez être à plus d'1 millimètre du projet réel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on a banni de notre pratique les clés et l'injection de bisacrine. Même si ça peut être intéressant pour de la dentisterie émotionnelle. Hein, on ne parle pas de cet aspect-là. Claire, une dernière question. Donc, pendant la présentation, on a vu le parallèle entre un patient fonctionnel et un patient dysfonctionnel. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots comment vous déterminez un patient fonctionnel et dysfonctionnel avec un enregistrement audio, une caméra ou autre, un examen clinique? Alors pour nous c'est très simple, c'est un patient fonctionnel, c'est un patient qui respecte quasiment entièrement les fonctions de centrage, calage et guidage. Et donc à partir du moment où par exemple on va avoir perdu un certain nombre de dents, qu'on va avoir des égressions, des choses qui vont entraver ces fonctions, ou qu'on aura une position d'OIM qui sera décalée dans le sens transversal par rapport au centrage articulaire, et là on aura un patient dysfonctionnel. Et donc par essence ces mouvements seront incohérents, on utilisera un articulateur virtuel. Ok, bah, merci beaucoup en tout cas, c'est toutes les questions que j'ai. Bah, je vous remercie et merci de votre travail. Donc on fait la petite photo.